Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Gueules. Bonjour, alors aujourd'hui j'ai deux invités pour le prix d'une. Marlène et Laurence Carry. Bonjour. Bonjour, bienvenue. On est accueillis à ma pièce Bellecour aujourd'hui, dans ces jolis locaux. C'est une maison d'hôtes pour entreprises, donc pour organiser des séminaires et des événements. Et donc je suis très heureuse de recevoir deux Lyonnaises de choix. Vous avez créé une marque de maroquinerie personnalisable. Et oui, il y a une dizaine d'années Déjà, voilà. Qui est bien installée dans le paysage lyonnais. Oui, on a créé ça en 2000. Alors, ça fait depuis 2013. Il y avait un peu de sourcing avant. Et depuis 2013, Marlène m'a rejoint dans l'aventure et ça a bien boosté la chose. Oui, on parle que vous êtes partout, vous avez des boutiques à Lyon, vous avez une boutique à Paris. Oui. Et je crois que vous êtes distribué après dans d'autres endroits dans le monde. On commence à être distribué aussi dans d'autres villes françaises via des multimarques. Et on est en expansion effectivement sur les États-Unis. Et donc vous êtes un produit 100% lyonnais, Cocorico. Enfin, moi je suis fière de le dire. Oui, on a des façonniers lyonnais. Donc, on arrive à trouver des gens à Lyon qui font du très très bon travail et qui travaillent pour nous. Et alors la particularité, c'est un peu pour ça que je voulais vous inviter, c'est que vous avez monté ce projet entre mère et fille. Ça va? Vous vous supportez toujours au bout de 10 ans? Oui, il y a quelques petites frictions, mais ça dure, donc ça fonctionne. Dans tous les cas, on va parler justement de la place des femmes dans le débat public. Et là, vous avez deux voix aujourd'hui, donc on innove, on fait deux générations, peut-être deux façons de faire. Oui, un œil différent sur les choses. Mais alors, du coup, première question de l'émission, est-ce que chacune vous sentez être une femme engagée? Et si oui, ça veut dire quoi pour vous, être une femme engagée? Déjà, être dans l'entrepreneuriat, en fait, depuis 10 ans, c'est déjà être, pour moi, engagée sur une grande partie parce on embauche des gens, on travaille également pour les femmes parce que c'est vrai qu'on fait de la maroquinerie pour le moment féminine. Donc voilà, ça nous touche. C'est pour des femmes actives, pour des femmes dynamiques qui voyagent avec ce concept de personnalisation. Donc voilà, l'engagement est là. Et puis on travaille aussi avec des femmes qui ont leurs propres entreprises aussi, c'est nos façonniers. C'est un marqueur pour vous, enfin, vous y pensez? Alors, je pense qu'au début de l'aventure, les deux personnes qu'on a rencontrées qui étaient aussi mère-fille pour le coup, et qui ont dit oui au projet. C'est-à-dire que moi, j'étais totalement novice, Marlène, dans sa partie, donc, était plus performante. Moi, pour tout ce qui était maroquinerie, et j'étais totalement novice. Et ces deux femmes qui nous ont accueillis. Au début, elles étaient débordées de travail, elles ne voulaient pas de nous. Et très vite, elles ont compris que ça pouvait coller. Et on leur doit beaucoup. On leur doit beaucoup. C'est vraiment... ça a été un choix. C'était pas forcément un choix, mais une rencontre. Après, c'est pas forcément que des femmes. Il y a pas mal d'hommes aussi, des gens bienveillants aussi dans les deux côtés. C'est pas seulement les femmes. Et Laurence, vous vous sentez être une femme engagée? Alors, je dirais pas que je suis engagée. Je pense que dans ma vie de famille, etc., on n'avait pas à l'être parce que j'ai eu la chance d'avoir un père qui était extrêmement amoureux, extrêmement respectueux de sa femme. Ils ont travaillé tout le temps ensemble. Il n'y a jamais eu de... Ah oui, j'ai vraiment cet exemple-là. Donc, l'engagement, souvent, il vient peut-être de souffrances passées, de colère, etc., ou le besoin intrinsèque de faire quelque chose pour une cause. J'avoue que je ne le suis pas trop, mais on s'investit différemment. C'est vrai, si des femmes postulent chez nous, qu'elles n'ont pas la compétence, on y va quand même. On est super contents de donner la chance à des gens qui à la base, n'ont pas du tout la formation. Et voilà, on est un peu... On est d'ailleurs entouré de femmes qui ont justement pas forcément une formation dans le métier qu'on leur a donné au moment où on les a embauchées et qui en fait sont excellentes. Et en fait, c'est là où on voit la force de la femme. Alors, sûrement, on le retrouve aussi chez les hommes. Mais en tout cas, je pense que c'est assez nouveau quand on parle en termes de siècle, que les femmes prennent leur place, qu'elles ont de nouveau confiance en elles et qu'elles se disent, tiens, pourquoi pas? Et en fait, cette phrase-là, nous, on peut vous confirmer que oui, c'est le pourquoi pas débouche souvent sur quelque chose de sympa.
Et vous trouvez qu'elles manquent de quelque chose, les femmes, pour réussir? Parce qu'on les voit un petit peu moins, alors ça change, hein, c'est en train de changer. Ça change. Mais je pense qu'il y a un manque de confiance qui est issu de toute l'éducation qu'il peut y avoir. Il faut qu'on permette aux filles de penser qu'il n'y a pas de barrière, en fait. Et ça, de notre génération à nous, alors moi, pour le coup, j'avais une mère qui travaillait et qui était légale de son mari, mais il n'empêche qu'elle nous élevait avec ma sœur. Moi, j'avais un frère qui était l'aîné. C'était pas du tout la même chose. Il fallait filer droit. Il fallait pas trop faire de vagues. Moi, j'étais un peu celle qui faisait des vagues quand même. Mais quand même, il y avait quand même cette espèce de... Il faut qu'elle soit mignonne, quoi, qu'elle soit bien élevée, qu'elle parle pas trop fort. On n'attendait pas forcément des garçons. Oui, et voilà. Et donc, du coup... mais voilà, on pense que c'est quelque chose qui est en train de changer, mais ça passe effectivement par l'éducation. Et l'éducation, pas que des filles, et des garçons. Oui, bien sûr. Donc, les mamans, et les papas, ils disent... Et si je vous entends par des traductions concrètes dans son entreprise, quand on est en capacité de faire ou de changer les choses. C'est ça. Après, c'est pas forcément... comment dire pour une femme, c'est pas forcément parce qu'on est femme qu'on doit dérouler le tapis rouge. Et c'est pas ça. Non, je pense pas qu'on soit féministe. Non. On ne pourrait pas se dire comme féministe. On est plus sur l'équilibre. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'être portés autour de nous par des hommes qui avaient beaucoup de bienveillance envers les femmes et qui voyaient en fait la force d'une femme, l'importance d'en avoir une ou plusieurs dans son équipe. Et donc du coup, c'est vrai que la construction est tellement magique. Toi, tu travailles aussi beaucoup avec papa. Oui, c'est une vraie construction familiale. Oui, voilà. On se présente mère-fille parce que c'est nous qui gérons la structure, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des hommes. Il y a un homme, il y a même 2 hommes. Franck, le frère de Marlène. Tout le monde a cru au projet. Tout le monde a cru. De toute façon, quand on débute une aventure comme celle-ci, c'est aussi la clé. C'est qu'il faut être entouré de gens qui sont bienveillants et qui sont à fond dans votre projet. Parce que quand ça ne va pas, il faut que l'autre vous ramasse et qu'il ne vous enfonce pas plus. C'est ça qui est important. Et chez les hommes, quelquefois, si la femme prend le dessus ou qu'à tout à coup, elle sort du lot, il faut qu'il l'accepte. C'est ça. Et cette humilité-là. Cette humilité, alors nous, il l'a. Marie l'a. Et c'est vrai que c'est merveilleux. C'est merveilleux, mais toutes les femmes ne rencontrent pas ça. Donc c'est pour ça que ça passe aussi par l'éducation des hommes et que si on leur apprend à être humble et à comprendre que la femme a une vraie place et rien à perdre. Rien y perdre. Non, vraiment. Après. Alors, si on parle de votre parcours un petit peu, toutes les deux, l'une et l'autre, c'est rigolo, c'est curieux de parler de ça, de la fille avec sa maman, mais quand vous étiez petite, vous vouliez faire quoi chacune? C'était quoi vos rêves de petite fille? Alors moi, de toute façon, je veux pas faire qu'une petite chose dans une structure. Quoi que je fasse dans ma vie, je veux vraiment suivre le produit de sa création jusqu'à sa vente, en fait. Enfin, vraiment, que ce soit là-dedans, que ce soit dans... Donc, je voulais vraiment qu'il y ait un suivi. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat et avoir ma société, c'était un peu une évidence. Ah oui, ok. Est-ce que vous êtes dans un modèle salarial? Voilà, oui, comme ça. Papa avait sa société, il l'a toujours. Du coup, maman a toujours été dans des structures quand même à l'initiative de lancement de boîte, que ce soit... Enfin, je te laisserai raconter, mais... Voilà, donc du coup, c'est vrai qu'on a gagné dans cette piqûre avec Franck, tous les deux, on a tous les deux la piqûre de l'entrepreneuriat. Et quand on nous parle d'un projet, on a tout de suite envie de mettre les pieds dedans et d'aller aider, quoi. C'est passionnant. Ça a toujours été, je pense que le plus beau compliment que nos enfants nous aient fait, nous font des remarques aussi, c'est normal. Mais ça a été de dire avec vous, rien n'est impossible. Et je pense que c'est ce qu'on leur a transmis. C'est pas l'argent pour l'argent, jamais. Des valeurs, le respect des autres. Même si j'en ai plus, je méprise pas les gens, jamais. Mais par contre, s'ils ont envie de tenter, ils tentent. Et même dans leur parcours scolaire, faire une prépa, pas une prépa, les autres tu vas pas. Voilà, il y a toujours cette espèce
de choix possibles, pas de carcan. On ouvre les barrières. Voilà. Et pas spécialement non plus dans l'image. C'est-à-dire qu'en fait, fais en fait ce pourquoi tu te sens bien en fait. Voilà, Franck, il a fait ses études dans le milieu artistique et il a fait voilà, il est aujourd'hui designer. Oui, des designers aussi dans le milieu de la mode. Dans le milieu de la mode. Et en fait, du coup, papa et maman l'ont boosté à ce niveau-là. Ils lui ont jamais dit que c'était pas bien. Au contraire, ils lui ont dit, mais si c'est ce que tu veux faire, fais-le. Et aujourd'hui, il excelle dans ce qu'il fait. Donc, ça prouve bien qu'en fait, il faut porter, je pense qu'il faut porter ses enfants un petit peu là-dedans. Et si les parents savent vraiment écouter, ils se rendent compte qu'en fait, il y a vraiment des petites pépites. Oui, c'est sûr. Mais c'est difficile quand on est parent. On a tellement envie que ses enfants réussissent que parfois on veut les protéger. C'est la pression de la société. C'est aussi leur donner un bon job. Moi, quand Franck nous a dit le monde de l'art, oui, mais comment va-t-il gagner sa vie? Est-ce qu'il va sortir du lot? Quand Marlène, elle était prise en prépa et qu'elle a dit non, je vais faire une prépa intégrée. Il y a de l'orgueil, la fierté des parents, dire ah ma fille fait une prépa. Puis au bout d'un moment, on s'est retrouvés. Je me souviens avec mon mari on avait fait un voyage tout de suite derrière son bac. Elle venait de recevoir donc elle allait fêter les bac winners. Et nous, on était à la plage, on avait fait un week-end, on s'est regardé, on a regardé la mer, on a dit mais en fait on n'a rien à faire qu'elle fasse une prépa. Si elle est bien, elle va faire une super école, ça va être tellement bien. Et en fait, voilà, elle s'est épanouie là-dedans. Oui, parce que je faisais tellement de choses à côté de l'école. J'ai fait de la danse, j'ai fait beaucoup d'activités, du théâtre, tout ça. Et je voyais pas trop ma vie autrement, en fait. D'accord. Et c'est vrai qu'après, quand on se lance dans des longues études, on est un peu plus, il y a des choses qu'il faut faire des bien sûr. Et j'avais pas envie de faire ce choix-là. Et du coup, ils ont eu la sagesse d'accepter. Mais toi, tu as quand même toujours été petite à faire des sacs. On a toujours fait. C'est vrai? Oui. Les boutiques. Non, c'est rigolo ça. Une fois, je me souviens, ma sœur, elle était là et quelqu'un me pose la question, mais pourquoi vous avez fait des sacs? Et c'est elle qui a répondu à ma place parce que moi, j'arrivais pas à le matérialiser comme ça. Et en fait, elle dit, mais en fait, elle en a toujours fait. Et là, je l'ai regardée, je lui ai dit, mais en fait, t'as raison. J'en ai toujours fait. Vous faisiez des sacs à main? Oui. Alors moi, j'ai voulu faire les beaux-arts, mais maman n'a jamais voulu. Ah oui. Donc ça, pareil, la société. Oui, bien sûr. Donc il fallait que j'ai un bon job, être sûre d'avoir du job. Cette année-là. Donc quand même, il y en a à travers. Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait quoi comme études? Alors moi, j'ai fait un BTS, gestion des entreprises, voilà. Donc entrepreneuriat aussi quand même. Hein, oui, j'étais très très mal à l'école, c'était pas mon truc, ça allait pas assez vite. Et je me suis retrouvée en BTS parce que la filière m'intéressait, parce que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Et je voulais faire du droit après. Je m'étais inscrite à la fac. Et en fait, je suis rentrée chez Arthur Andersen, qui s'appelle Accenture maintenant, et où j'ai eu un poste de dingue. Et où, voilà, et du coup, je suis pas allée en fac. Je suis pas allée en fac, j'ai continué. J'ai travaillé 9 ans à peu près pour eux. Et ensuite, j'ai rejoint mon frère et ma belle-sœur qui ont créé une société. On lui fait des tests qu'il faisait à l'époque et qui fait toujours, des tests de produits cosmétiques et d'arômes pharmaceutiques. Et en fait, j'étais avec eux dès le départ. Et vous faisiez quoi? C'était quoi votre job? Alors, c'était tout. C'était créer les... Mais ils étaient quand on a recruté, c'était palucher les revues fiduciaires pour m'imprégner des lois du travail, pour savoir comment on allait recruter les gens, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de structure autour. C'était créer le fichier des volontaires, des gens qui allaient venir tester les produits. Et puis au final, on était 3 au départ. 9 ans après, on était 70. Ah oui. Et voilà, 4000 volontaires, 6000. Et voilà, et on a créé. Enfin, c'était magique. Et moi, je m'occupais à la fin beaucoup de la communication et surtout on prenait les tests scientifiques et mon rôle, c'était de les illustrer pour les présenter à la force marketing. On travaillait pour Saint-Laurent, on travaillait pour Guerlain, pour Caudalie. Voilà. Et alors, concrètement, comment vous switchez et comment vous créez? Alors, à un moment donné, je veux faire un break, je quitte la société. Mon frère me dit, et ma belle-sœur aussi, tu quittes, mais tu reviendras. Et quelques mois après, mon frère décède d'une crise cardiaque. 39 ans, donc terrible. La famille explose. Enfin, ça a été beaucoup de stress pour nous. Et je me suis arrêtée un temps. Il a fallu que je me ressente sur ma famille. Il fallait ce cocon. Mes parents allaient très mal. D'accord.
Bah oui, évidemment. Ouais. Famille soudée. On Ouais. était tous en vacances en même temps, donc c'était le gros drame. Ça a été très difficile, très, très difficile. Mes parents ont très mal géré. Enfin, ils n'ont pas voulu se faire aider psychologiquement et ça a été difficile. Génération aussi où on accepte, on dit pas qu'on a mal. Ouais. Il faut vivre sa douleur. Voilà. Donc tout ça, je pense que ça a beaucoup évolué avec tout ce qu'on voit maintenant. Et du coup, j'ai arrêté. Et puis un jour, je me suis dit, il faut que tu crées ton entreprise. Et voilà, j'ai commencé à sourcer, à faire des prototypes. Là, je voulais créer votre entreprise, mais naturellement, c'est des sacs à main, du coup. Naturellement, c'est des sacs à main. C'est vrai, c'est une évidence, ça. Oui. C'était matière noble. Donc, du coup, le cuir, c'était un peu une évidence. En fait, c'est un objet, c'est un objet en 3D. Il y a le côté, il me fallait, je me disais, tu vas créer un sac, ok, mais il faut qu'il soit différent des autres. D'accord, oui, évidemment. C'est un peu mon truc, je suis toujours un peu hors cadre. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, ok, tu vas faire ça, mais il faut que tu trouves une idée. Et en discutant, en brainstormant avec des copines, j'ai dit, voilà, dites-moi les qualités, les défauts de votre sac, hop, hop, hop. Et à la fin, je leur dis, voilà, moi, je vous présente. Hop, je l'avais posé, je l'avais bidouillé moi-même. Ouais. Et voilà, et j'ai dit, on va enlever le rabat, vous allez le faire naviguer d'un modèle à l'autre avec des formats différents. Il a regardé, son idée, c'est génial. Ok. Donc voilà, accompagné par la chambre de commerce. Génial. Donc vous êtes allé voir les acteurs, enfin vous êtes. Oui. Je suis tout de suite une formation à la chambre de commerce, le centre technique du cuir qui me reçoit, une fille du marketing de Paris qui vient, qui est présente sur le centre national du cuir. Enfin, on a un centre national le à centre Lyon. technique du cuir. Oui, ça, on a et ils analysent si les sociétés ont des problèmes, des gens comme moi qui ont des problèmes, par exemple, sur un cuir qui réagit mal, un renfort, etc. Ils vont faire une. Donc moi, je rencontre ces gens-là pour savoir un peu. Et puis en fait, voilà, je présente mon projet. Et là, ça part. Ça part. Alors, ça part. Comment ça fonctionne? Je crois que la première vente privée, en fait, elle a fait produire quelques pièces. Donc, elle avait trouvé des petits façonniers qui l'ont soutenu, qui l'ont suivi. Et puis après, on a fait une première vente privée et qui a été. Je me souviens, on est rentré à la maison, on n'avait rien mangé, il devait être 23h, quelque chose comme ça. On était avec papa et Franck autour de la table et on se mangeait un yaourt parce qu'on avait faim à 23h, on n'avait rien mangé. Et papa, il fait bon. Je fais le compte. Ça marche bien ton truc. Hein. Ah oui, là, ça a été, on va dire, Oui, c'est le démarrage. Le démarrage, c'est-à-dire qu'on avait quelques modèles, les gens avaient acheté, commandé. Donc on s'est dit, il y a quelque chose, il y a peut-être. Parce qu'il y avait une centaine de personnes qui étaient présentes à cet événement. Chez Christian Tête-Doigt à l'époque. Et en fait, on avait invité, bien évidemment, des amis, mais qui avaient aussi invité des amis d'amis. Et les sacs étaient entre 400 et 500 euros pièce, quelque chose comme ça. Parce que voilà, c'était le prix à l'époque quand on les a sortis. Oui, c'est artisanal. C'était artisanal, vraiment. C'est presque des pièces uniques, parce qu'en fait, c'était les débuts, quoi. Et en fait, on en a vendu à, je dirais, 50% des personnes qui étaient là. Ah oui, ok. Ce qui était déjà pour nous. Donc il y a un coup de cœur. Il y a un coup de cœur. Alors moi, je dis, oui, mais c'est parce que c'est des copines. Mais en fait, là, mon là. Ah oui. Elles t'aiment bien, tes copines. Hein. Mais payer 500 euros un sac, c'est. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, elles vont faire plaisir, mais elles passent. Donc là, vous vous dites, OK, on rencontre un public. Et on cherche à structurer, à voir comment ça peut être distribué. Donc, au début, réseau d'ambassadrices avec encore des femmes très impliquées qui nous ont soutenues. Mais c'est encore possible de produire français parce que, je veux dire, on se pose forcément la question. Alors c'est possible. Il y a encore de petits ateliers ou de gros ateliers où vous insérez entre des productions des grandes maisons. C'est ce qui se passe pour nous. C'est-à-dire qu'on a des gens qui travaillent pour Hermès, qui travaillent pour Vuitton, qui travaillent pour Chanel et qui travaillent aussi pour nous. Voilà, ça c'est en France. Depuis Covid, il y a beaucoup de choses qui étaient faites à l'étranger sont revenues en France, donc les ateliers français sont encore surchargés, plus surchargés qu'avant. Donc c'est difficile, mais on arrive à trouver. Ouais. Ça, c'est un vrai message un petit peu. Ah oui, il faut se lancer dans l'aventure, quelle que soit l'aventure, ça sera difficile et c'est encore une fois très, très lié à l'entourage. Alors, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette expérience? Là, ça fait 10 ans aujourd'hui que vous avez lancé cette marque. Elle va bien? Votre entreprise va bien? Alors, en fait, je pense que ce qui est vraiment très, très important quand on crée, c'est l'optimisme permanent. C'est-à-dire qu'en fait, il faut déjà avoir un tempérament de personne qui, même si on lui dit non, même si on lui dit stop, qui va voir les opportunités derrière ce stop, en fait. D'accord. Et nous, c'est ce qui s'est passé quand on a des façonniers qui nous ont dit, désolé, on
peut plus vous produire. Comme ça, du jour au lendemain, 2 mois avant Noël. Ce genre de choses, ça nous est arrivé plusieurs fois. En fait, c'est dur, ça. des très gros coups durs parce qu'on avait des commandes. À l'époque, on achetait, on vendait nos sacs avant même de les avoir produits. C'est-à-dire que vraiment, c'était à la commande pour éviter des pertes d'argent et de matière. Et en fait, c'était vraiment ça. Et là, quand on vous dit ça, il faut avoir cette force, voilà, de caractère et de dire non, mais en fait, c'est pas grave. Derrière ça, il y a autre chose. Et Marlène, vous arrivez comment dans le projet? Alors, du coup, comment vous vous êtes greffée là-dedans? En fait, j'ai toujours été un peu dedans parce que je l'ai vu faire. Parce que j'étais à la maison, en fait. C'était pendant mes études. Oui, Donc, c'était là. ouais, j'étais déjà là. C'est à bosser, ça. Après, j'ai travaillé en finance parce que j'ai fait des études en Master 2 en audit et finance. Et en fait, j'ai fait 6 mois chez PricewaterhouseCoopers à Lyon, qui a été une super formation. Même sur 6 mois, c'était déjà génial. J'ai gardé des bons contacts avec les gens qui travaillaient là-bas avec moi. Et à la fin, j'ai dit non, mais maman, en fait, je veux te rejoindre parce qu'en fait, je trouve que ce que tu as entre les mains, c'est génial. Moi, ça me faisait vibrer de voir que ce qu'elle était capable de monter. Et puis, je me suis dit, mais trop bien, on va monter ça en famille. Je les ai quand même beaucoup vus bosser ensemble sur plein de projets avec papa. Donc, voilà. Donc, j'ai dit, allez, go, moi, ça m'intéresse. Et puis, partir de zéro comme ça et arriver à tout suivre, je pense qu'en fait, c'est la meilleure formation qu'on puisse avoir. Donc, après, je dirais que j'apprends encore sur le tas parce que l'expérience dans d'autres structures, des fois, me manque pour avoir confiance en moi en me disant, là, tu as une légitimité à réagir comme ça en management, ce genre de choses quand je gère les gens. Mais par contre, à part ça, ça a été un énorme challenge de se dire que j'ai pas la casquette d'une marque connue et que on part de zéro. Jeu quand même, parce qu'elle sortait d'une formation extrêmement valorisante. On est éditrice, elle est dans les Big Four de son métier. Donc c'est très pointu, c'est très valorisant pour elle et valorisant. Donc elle arrive avec sa petite mallette et c'est elle l'auditrice. Là, elle se retrouvait avec la petite mallette et puis il fallait qu'elle allait vendre des sacs à des autres qui ne connaissaient pas. Donc, oui. Il y a aussi l'aspect argent, c'est-à-dire que du coup, il y a le salaire, forcément, qu'on n'a pas quand on commence dans une structure. Et en fait, il y a un peu ça, c'est-à-dire le conseil, c'est-à-dire que si on veut vraiment gagner beaucoup d'argent pendant des années dès le début, c'est pas dans l'entrepreneuriat qu'il faut aller. Voilà. Et il faut avoir un détachement par rapport à l'argent qui est de se dire, je fais ça par passion et dans la vie, il y a autre chose que ça. Donc, bien sûr, il faut pouvoir vivre. Il n'y a aucun problème avec ça et on l'entend. Mais il faut savoir aussi mettre cette partie de côté en se disant, je vais vivre différemment, mais je vais vivre une aventure. Et en fait, c'est tellement plus enrichissant que de gagner simplement un gros chèque à la fin du mois. Ça peut être une période de la vie. Hein. Il y a pas, on a le droit de faire des échecs. De départ. On a le droit, il y a un investissement de départ et l'investissement, il passe aussi par s'asseoir. Et il n'y avait pas Laurence, de réticence pour vous d'intégrer votre fille Alors si, moi j'étais un peu angoissée au départ parce que j'ai dit ça va impacter la famille forcément. Oui. On parle pas à sa fille comme on parle à un salarié. Donc, et puis quand on fait une remarque, on la fait à son enfant. Donc c'est très très compliqué. Elle peut plein de fois où elle le prend mal et inversement également. Oui, bien sûr. Donc c'est un rapport humain qui ajoute une touche supplémentaire, c'est que c'est la famille. C'est ça. C'est son sang. Et en fait, ça a un impact. Donc, on a peur de faire du mal. Alors que, un salarié à qui vous faites une remarque, il va partir chez lui, il va pleurer dans son coin, mais enfin, je veux dire, il va être impacté par ce que vous avez dit. Il va réfléchir, mais c'est pas pareil. Mais c'est pas pareil. Là, en même temps, ça donne une espèce de facilité de communication parce que du coup, des fois, des non-dits dans le professionnel entre un dirigeant et son employé. Il y a des non-dits, il y a des choses où le dirigeant se dit dans son coin, mon Dieu, les problèmes ne sont pas réglés assez vite. Et en fait, du coup, on se retrouve avec des gens qui accumulent des fois des rancœurs et qui, du coup, voilà. Nous, c'est pas le cas. Nous, du coup, ça sort comme ça sort. Okay. Voilà. Mais finalement, après, on s'envoie un petit message le soir, machin, et puis ça va mieux. Donc, bien évidemment, il faut l'entretenir, c'est important. Voilà, c'est des challenges de vie. Mais il y a aussi des gros avantages à ça. Et vous vous êtes un peu répartis les rôles, c'est ça? Oui. Chacune de votre sphère. C'est important de C'est important de le faire. Il faut déjà par la personnalité. Moi, il y a des choses qu'elle fait que je ne sais pas faire. Et vice-versa. Voilà, elle vraiment a une grande efficience au travail, c'est-à-dire qu'elle est capable d'aller au travail à 8h, elle finit à 20h. C'est un bulldozer. Moi, c'est des choses où au final, déjà aussi par ma fonction, parce que je suis très sur la notoriété, sur tout ça, donc mon téléphone sonne toutes les 30 secondes.
Donc, du coup, je suis souvent arrêtée par ce que je fais. Je bouge beaucoup aussi, parce que je vais dans les boutiques, je vais à l'étranger. Donc, forcément, j'ai moins ça. Mais par contre, on n'a pas du tout le même rythme toutes les deux. Et du coup, il y a, en même temps, c'est elle qui est au siège, elle est sur place. Donc, du coup, c'est un peu ma bouée. C'est-à-dire que si elle n'est pas là, du coup, moi qui suis pas forcément là, il y a des choses, les livraisons, elles se font pas, les contrôles de matière se font pas, les découpes de cuir ne se font pas parce que c'est elle qui découpe. Donc voilà, il y a des choses qui sont, je dirais qu'on est deux éléments un peu indispensables quand même. Alors, c'est quoi maintenant vos prochains challenges? Est-ce que vous êtes fixé des objectifs? Est-ce que vous... Oui, là, on est en pleine réflexion stratégique, sur, bien sûr, la stratégie de l'entreprise qui doit évoluer. C'est la nécessité absolue. Il faut recruter. Donc là, on est en train de rencontrer des gens, encore des femmes quand même, qui nous ont contactés et qui vont nous accompagner là dans le mois qui vient. Ça va être là, c'est important ce qui se passe. Ça va être très très important. On a TF1 qui nous a choisi. TF1 Grand Reportage qui nous suit depuis le mois d'octobre et qui fait un reportage de bien 25 minutes sur nous, sur la famille, sur l'expansion sur les États-Unis. Donc, ils m'ont suivi à New York il y a 2 semaines. Et ils seront également présents à notre anniversaire des 10 ans le 25 mai prochain. Ils seront présents pour clôturer le reportage avec toute la famille présente, les meilleurs clients, les clients qui pourront être présents, etc. Donc, concrètement, donc là, aujourd'hui, ça, c'est la prochaine étape. Quel conseil? Donc, j'entends aussi qu'il faut sans arrêt se re-questionner, finalement. C'est pas constamment, on re-questionne son En fait, modèle, dans le monde dans lequel on vit, c'est du test permanent, encore plus dans du commerce. C'est-à-dire qu'en fait, Internet n'est pas la solution parfaite pour tous les business. Le commerce de proximité n'est pas la solution parfaite pour tous les commerces. Voilà, c'est vraiment, il faut arriver à tester des choses et en fonction de son produit, en fonction de sa façon de fonctionner, de son persona, de sa cible, et du coup, on va adapter notre stratégie en fonction du contexte. Et alors, quel conseil vous donneriez aux jeunes qui nous écoutent et qui ont peut-être le doux rêve de lancer, elles ont un petit projet, elles ont une idée en tête, elles voudraient lancer un projet? Si elles l'ont, il faut y aller. Et il faut y aller, il faut regarder la même chose. On redit, mais c'est extrêmement important, l'entourage. Si l'entourage est capable de l'assumer, de le soutenir, parce que quand il y a des coups de... On fait quoi? On change d'entourage? On change. Si le projet il est entre guillemets quelque chose qu'on a envie de faire pour être heureux dans sa vie, oui. Quelque part, oui. Alors, ça peut être une sœur, ça peut être un mari, ça peut être mais il faut quelqu'un autour. Il faut quand même une personne qui croit en vous. Moi, je crois, enfin, en l'ayant vu de près et en l'ayant constaté aussi par la famille autour, qui est extrêmement... Il y a des chefs d'entreprise, puisque mon frère l'était, avec ma belle-sœur, ça impacte la famille, ça impacte le couple. Et c'est pour ça qu'il faut que l'entourage soit convaincu. L'entourage soit convaincu et soit capable de l'assumer, parce que c'est pas anodin. Et moi, je veux pas dire aux gens, il faut y aller et c'est un prix. C'est un prix. Ouais, bien sûr. Et alors, si vous aviez une baguette magique, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes soient plus investies dans l'espace public, plus présentes, plus visibles, plus engagées? Alors, moi, je crois pas à la baguette magique. Je crois vraiment en l'être humain et à la façon qu'on a, nous tous, d'évoluer. On est dans des sociétés où, heureusement, je trouve que sur les séries que je regarde, je trouve qu'il y a une ouverture d'esprit, c'est absolument magnifique. Alors, des gens me disent, oui, mais il y a trop de codes, on veut tout mettre dans la même série pour que tout le monde, toutes les communautés se reconnaissent. Oui, mais toutes les elles sont là dans notre vie, tous les jours, ces communautés. Donc, il faut qu'elles soient intégrées au film. Il n'y a pas de raison. Donc, ça passe par la visibilité. Ça passe par la visibilité. Pour moi, c'est les mêmes. Alors, il y a la visibilité et du coup aussi par l'éducation. Parce qu'en fait, même quand on voit sur ces plateformes, Netflix, ces séries, tout ça, c'est la nouvelle plateforme d'éducation des jeunes aujourd'hui. Et la normalité, ça soit la vraie vie. Que les gens ne soient pas dans le mensonge de ce qu'ils sont, dans les envies qu'ils ont de créer justement quelque chose, alors qu'on voudrait les cantonner. Et la mise en la dame au foyer, avec qui a ses enfants, non.
Moi, mon mari, il n'a jamais fait autant des courses. Et il m'a répondu, il m'a dit, tu l'as fait pendant 20 ans, je peux le faire un peu quand même. Ouais. Voilà. Il faut qu'ils soient tous capables de dire ça. Ouais. Et c'est pas la femme ne doit pas réussir parce qu'elle réussit, elle n'a aucun... Elle est comme un homme, il faut qu'elle prouve qu'elle va y arriver, qu'elle saisisse les chances qui lui sont proposées, mais c'est pas un dû, ce que je veux dire. Il ne faut surtout pas rentrer là-dedans, je pense qu'on est égaux, et l'égalité, il y a encore un peu de boulot, hein, c'est sûr, mais je trouve qu'on y va quand même, on y va. Oui, en France, on est quand même... on a de la chance. On a de la chance, on s'en rend pas compte. Moi, je sais que je voyage beaucoup, et je vois beaucoup comment ça se passe ailleurs, et quand je rentre, je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a de la chance. C'est magique. On a le droit de dire que ça ne me plaît pas déjà. D'externaliser. Exactement. Combien de femmes peuvent le faire sur la planète? Eh oui, exactement. En tout cas, on va se quitter sur cette note d'optimisme, si j'en parle bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de prendre cette crise des gueules avec nous ce matin, dans ce format original double invité. J'espère que ça vous aura plu et je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyon. Bonne semaine. Merci. Au revoir.